Donc ensuite, nous avons le deuxième groupe qui est le plus compliqué que tout le monde fuit. Enfin, quand je dis tout le monde, les moins courageux fuient ce groupe-là. C'est les mutations récessives libres. Donc un peu comme les mutations liées au sexe, mais cette fois-ci, la mutation, elle va travailler sur le X et sur le Y. Donc un mâle mutant, il doit porter 2 fois la mutation. Une femelle mutante, elle doit porter 2 fois la mutation. Un mâle porteur, il peut porter 1 fois la mutation. Et une femelle porteuse, elle va la porter une seule fois. Mais sauf que la femelle, comme elle est X et Y, on ne sait pas est-ce qu'elle doit la porter, où est-ce qu'elle est ma souris? Est-ce qu'elle doit la porter sur le X ou est-ce qu'elle va la porter sur le Y? D'où en fait la complication. Et comme c'est des mutations qui restent cachées, si elle n'existe pas 2 fois chez l'oiseau, elle ne va pas sortir sur le phénotype. Donc là, une femelle porteuse, on ne sait pas en fait est-ce qu'elle la porte sur le X ou sur le Y, vu qu'elle est classique. La mutation ne se voit pas sur elle. D'accord? Alors que ici, la mutation se voyait tout de suite sur la femelle. Donc ça, c'est le groupe le plus difficile et la liste de ces mutations-là, je vais vous la présenter. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas énormément d'éleveurs en fait qui travaillent ces mutations-là. Donc du coup, le deuxième groupe, donc celui-ci, c'est un groupe de mutations qui fait fuir. Pourquoi? Parce que c'est pas à travailler une plus les mutations secondaires. Donc tout à l'heure, on a vu les mutations de base. Le mot libre, il a son importance et le mot secondaire, il a aussi son importance. Et les mutations vont se mettre aussi bien sur le chromosome X que sur le Y. Donc ça nous rajoute une difficulté supplémentaire par rapport au groupe qu'on a vu précédemment. Mais ce groupe de mutations, il peut très bien être combiné avec les mutations qu'on vient de voir liées au sexe. Donc, quand c'est le cas, la mutation de base, donc les filles, les mutations de base, 100% suivent le père, donc conformément au chapitre qu'on vient de voir, quand on va associer, on va combiner les mutations liées au sexe avec ce groupe-là, la règle ne change pas. Les filles vont suivre le papa. Mais par contre, la mutation secondaire qu'on vient de voir ici, en fait, 100% des filles vont suivre moitié le papa, moitié la maman. Et comme on avait vu tout à l'heure, les mutations ne se manifestent pas si elles ne sont pas portées 2 fois. Donc je rappelle, la mutation se met sur le X et sur le Y. Et pour qu'un mâle soit mutant, il faut qu'il la porte 2 fois. Pour qu'une femelle soit mutante, il faut qu'elle la porte 2 fois. Si le mâle ou la femelle porte une seule fois la mutation, ils ne sont pas mutants en fait. Leur apparence est normale. On ne va pas voir la mutation sur eux. Il faut qu'ils la portent 2 fois. La mutation se manifeste dans le phénotype. Donc, du coup, je reviens là-dessus. Donc, la mutation secondaire, 100% des filles vont porter 50% le père, 50% de la mère. Et la mutation n'apparaît que si l'individu la porte 2 fois, sinon elle est juste porteur. La fille, si elle la porte qu'une seule fois, elle est juste porteuse. Et les garçons, c'est exactement la même chose. Donc, si c'est une mutation de base, 100% des jeunes vont suivre 50% le père, 50% la mère, c'est le chapitre qu'on vient juste de finir. Et la mutation secondaire, comme les filles, 50-50. Et encore une fois, si le garçon ne porte qu'une seule fois la mutation, il est juste porteur, il n'est pas mutant. Mais avec les exercices, vous allez mieux comprendre. Donc la liste de ces mutations, c'est quoi? On a la liste ci-dessous. La mutation tête blanche. Cette mutation tête blanche, c'est pour ça que je l'ai appelée secondaire. Ce groupe-là, c'est secondaire parce qu'il se greffe sur les autres mutations, les mutations qu'on vient de voir. La tête blanche se superpose sur toutes les autres mutations, sauf l'albino et le panaché blanc. Pourquoi? Parce que l'albino, il n'a déjà pas de mélanine. Donc, on ne peut pas parler de tête blanche sur un oiseau qui n'a pas de mélanine. La mélanine, elle est effacée, soit dans le gène, soit par la panachée. On a la mutation opale. Elle se superpose aussi sur plusieurs mutations. On a le aurora, se superpose à la tête blanche et d'autres mutations dominantes comme le panaché, le jaune. On a l'albino. Il se superpose avec le fond jaune uniquement. Et on a le perlé qui se superpose avec plusieurs mutations. Donc maintenant, on va regarder le détail de chaque mutation
Et que fait chaque mutation? Donc la mutation tête blanche, le gène va effacer le mélanine de la calotte. Vous vous rappelez, la calotte, c'est ce casque noir. Donc pour ceux qui n'ont pas fait la première partie, donc on avait regardé rapidement en fait, les différentes couleurs du chardonnay, on a compris d'où elles viennent, de quel type de mélanine. Donc la calotte, c'est la petite bride noire qui est sur l'oiseau classique. Elle est brune sur la mutation brune et elle est noire sur l'agate. Donc cette bride-là, on a une mutation qu'on appelle la tête blanche qui va effacer cette couleur foncée. Donc ça, c'est un classique. Avec la mutation, il devient toujours classique, mais sans la petite bride noire. Ça, c'est un brun. Avec la mutation tête blanche, il n'a pas la bride brune. Ça, c'est un agate. Avec l'application de la mutation tête blanche, il n'a plus de bride noire. Donc, que fait cette maladie ou cette mutation? Elle va effacer le mélanine de la calotte et elle va réduire la phéomélanine. Et là, on a tendance à le négliger. Une mutation tête blanche ne fait pas que supprimer en fait la bride. Elle supprime la bride, mais elle fait ressortir les couleurs de fond. La feuille blanche et jaune qu'on voyait tout à l'heure. Donc ici, quand on a effacé la bride, on a des pigments rouges qui apparaissent, on a des pigments, enfin des pigmentations brunes qui a apparu sur le ventre et sur les flancs. Vous voyez la forme nominale, elle a beaucoup de phéomélanine sur la poitrine, beaucoup de phéomélanine sur le flanc. Bah, quand on passe en tête blanche, certes, le noir de la bride, il a disparu, mais aussi les pigments bruns. Et ça, on l'oublie. La tête blanche, elle met en valeur la couleur de fond en réduisant la phéomélanine. Et même chez le brun, c'est la même chose. Donc ça, c'est une photo de Camel, Camel la trèche, une femelle brune, tête blanche, où on voit très bien qu'il y a la bride qui a disparu, mais il y a aussi les pigments bruns de la poitrine et les flancs qui ont presque disparu. Donc la mutation tête blanche, elle met en valeur l'oiseau par rapport aux couleurs de fond. Sauf quand il s'agit des mutations noires. Les mutations noires, comme ils n'ont déjà pas de brun, comme l'agate, vous voyez l'agate, il n'a pas de champignons, il n'a pas de flanc. La mutation tête blanche, elle a fait que enlever la casquette noire, et par contre, il n'a rien gagné, il n'a pas gagné en éclat des flancs et de la poitrine, parce qu'il n'a déjà à la base pas de phéomélanine. Donc, mis à part moucheter en fait le dos, écailler le dos, mais ça on verra plus tard pourquoi. Mais voilà, donc la mutation tête blanche, souvent les gens ils parlent que de la calotte, mais non, elle fait pas que ça. C'est une mutation qui va déjà nous permettre de fixer du colorant, elle va nous permettre de mettre en valeur les couleurs de fond, et elle va permettre en fait de faire ressortir tous les pigments jaunes. Donc souvent, les têtes blanches, ils ont les épaules toutes jaunes. De toute façon, on le voit. Vous voyez la couleur jaune du brun ici, elle s'arrête sur les miroirs. La couleur jaune du brun tête blanche, elle va s'arrêter sur les épaules ou les tectrices. Les petites plumes des épaules, on appelle ça les tectrices. Et ici, on le voit aussi chez l'agate. Vous voyez le jaune, il s'arrête sur les miroirs. Ici, le jaune, il monte jusqu'aux épaules. Ici, on ne le voit pas parce que la plume, elle est longue. Mais normalement, le jaune, il s'arrête ici. Et le jaune et le blanc, c'est des couleurs de fond comme on a vu tout à l'heure. Donc la tête blanche, elle met en valeur l'éclat et les couleurs du fond de l'oiseau. Le lipochrome blanc et jaune, ainsi que les pigments rouges. Cette mutation, elle peut épouser toutes les autres mutations. Donc toutes les mutations liées au sexe qu'on a vu tout à l'heure, elles existent avec la mutation tête blanche. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée secondaire. Une mutation secondaire qui va se greffer déjà sur les autres mutations. Elle peut se greffer directement sur le classique, comme ici, mais elle va aussi se greffer sur le pastel, le brun pastel et toutes les autres mutations. D'accord? Donc ça, c'est la première mutation récessive. Deuxième mutation récessive, donc c'est l'opale. Alors, le gène de l'opale, il fait quoi? Le gène de l'opale, il va modifier la structure de la plume, il va orienter les barbes différemment, il va réduire fort les pigments bruns et il va modifier l'emplacement de l'eumélanine noire qui est plus concentré sous la plume que sur la plume et c'est l'effet qu'on recherche, l'effet d'opalescence. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a un classique. Quand le classique il tombe malade avec cette mutation, l'opale, il devient ça.
Donc ça va apparaître un peu bizarre à certains. Ils vont me dire c'est impossible que l'oiseau que vous voyez ici, donc ça c'est un jeune de ma dernière saison, donc c'est un jeune de l'année dernière, 2023. Certains ils vont me dire c'est impossible que ça soit un classique malade de l'opale. Bah si. Pourquoi? Parce que fait le gène? Le gène, il va minimiser, voire réduire fort les pigments bruns. Donc tout ce qui est brun sur le dos, sur la poitrine, sur le flanc, il est presque inexistant. Et il va transformer le noir en bleu. Donc la bride, elle est noire, les ailes, ils sont noires, la queue, elle est noire, ça devient bleu. Mais d'où vient l'aspect bleu? Ben, en fait, c'est l'effet d'opalescence. La mélanine noire est concentrée sous la plume que sur la plume. Et comme on a de la chance, ce matin, j'ai nettoyé mes salles d'élevage, j'ai ramassé des plumes et ça tombe bien. J'aime bien quand je parle avec des preuves. Hop. Donc ça, c'est des plumes que j'ai ramassées ce matin dans ma salle d'élevage. Donc là, vous avez une plume d'opale. Donc ça, c'est une plume posée dans le sens. Donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est cette plume, cette face. Donc cette face, vous voyez qu'elle est un peu gris-bleu, mais il y a un truc qui doit vous taper dans l'œil. L'axe de la plume est blanc. À croire que c'est une panachure. Et la deuxième plume, je l'ai juste retournée. Donc cette face de cette plume-là, c'est la face qu'on ne voit pas, elle est à l'intérieur, entre les ailes et le corps de l'oiseau. Vous voyez que l'axe est noir et mélanique. Donc le gène ou la maladie de l'opale, elle va fixer la mélanine noire sous la plume, ce qui va apparaître bleu par l'extérieur. Et tout ce qui est fait aux mélanines, normalement il doit y avoir du brun ici, du brun là, en fait, il a disparu. Et ça, c'est une plume du duvet. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le duvet, quand on avait regardé les différentes plumes, c'est une plume comme ça. Donc, une plume comme ça, elle doit être noire en bas et brun en haut. Bah, chez l'opale, il n'y a plus de brun en bas, de noir en bas. Donc, le noir, il devient bleu parce que la mélanine est fixée à l'intérieur de la plume, mais pas à l'extérieur. Et tout ce qui était brun au-dessus, il a disparu. Donc, encore une fois, il faut comprendre, au lieu de juger sur un phénotype, il faut comprendre que fait le gène pour essayer en fait de comprendre toutes les couleurs qu'on voit sur l'oiseau pour justifier en fait, les motifs, les dessins qu'on voit sur les oiseaux. Et donc cette maladie opale, elle peut s'appliquer sur le brun, sur l'agate, sur la minée, sur l'isabelle, mais encore une fois, comme elle réduit les pigments bruns, ce n'est pas du tout intéressant de la travailler sur le brun. Donc ici, pardon, donc ici vous avez un brun normal, ici vous avez des bruns opales. Est-ce que vous trouvez que les bruns opales ils sont beaux? Ben non. Ben non, en fait, parce que l'effet d'opalescence, en fait, c'est un effet noir. Elle transforme le noir en bleu. Limite, elle va me supprimer les pigments bruns. Et c'est ce qu'elle a fait, en fait. D'un oiseau brun, j'ai presque un oiseau qui n'est pas brun. Mais comme il n'a pas de noir, ben, j'ai pas de bleu. Donc, cette maladie, elle va surtout me transformer le noir en bleu. Et comme le brun, il n'a pas de noir, ben, en fait, j'ai des oiseaux, en fait, qui sont flous. J'ai des oiseaux qui sont flous. Donc, ensuite, l'agate, il n'a pas de brun, mais il a du noir. Donc ça, ce sont des jeunes pas l'année dernière, de 2020. Donc là-dedans, en fait, il y a deux classiques opales et il y a un agate opale. Donc comment on reconnaît le classique opale de l'agate opale? En fait, le classique opale, il garde un effet bleuté là, alors que l'agate opale, il est vraiment très très clair. Et moi, je me base pas en fait sur le dos des oiseaux, je me base surtout sur la couleur du bec, la couleur de la chair des pattes et les ongles. Donc la différence entre un classique et un agate, les becs ne sont pas de la même couleur, les pattes ne sont pas de la même couleur et les ongles, en fait, l'opale ne va pas changer ces critères-là. Donc la couleur, les ongles de couleur chair, en fait, c'est de l'opale. Quand ça commence à devenir noir, de toute façon, on le voit.
L'angle ici, il est noir et l'angle, on ne le voit pas ici, mais il est de couleur chair. Donc l'agate, il reste un effet bleuté parce qu'il reste encore du noir. Donc quand le chardonneret, il a du noir, on peut profiter de la mutation opale, comme ici et comme ici. Donc ça, c'est pas ma photo à moi, c'est un ami belge. Voilà, donc ça, c'est laminé opale, ça, c'est mon agate opale et ça, c'est mon classique opale. Mais quand les mutations, elles sont brunes, elles n'ont pas de noir, en fait, on ne profite pas du tout de l'effet d'opalescence. Donc, on a des oiseaux un peu floutés où on ne voit pas de bleu, alors que l'effet recherché chez l'opale, c'est l'effet bleuté. Et cet effet-là, on l'a que lorsque on a des couleurs noires à la base. D'accord? Donc ensuite, la mutation qui m'a longtemps intrigué, la mutation Aurora. Donc moi, quand j'ai acheté mes premiers Aurora en 2019, je les ai achetés comme étant en fait des féaux, parce que j'avais déjà élevé des canaris féaux. Et puis, quand j'ai entendu parler en fait du féaux chez le chardonneret, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai fait 2 déplacements en Italie, en Belgique. Et pour 5 000 euros, j'avais acheté 2 mutants et 2 porteurs. Donc, après 4 ans de travail, j'étais très content en fait du résultat de la qualité de mes oiseaux. Donc là, ce que vous voyez, ce sont mes oiseaux d'il y a 2 ans. Donc, un tête blanche, un porteur de tête blanche et un normal. Et donc, j'étais pas parti de cette qualité, j'étais vraiment parti d'une qualité médiocre. Et puis, les oiseaux, ils étaient chers. Mais après, il y a 1 an, j'ai appris en fait que c'est pas du tout une mutation féo. Et j'aurais dû me rendre compte moi-même pourquoi? En fait, la mutation CO, chez le canari et chez les autres espèces, les yeux, ils sont rouges. Sauf que dans mon expérience avec le Aurora, c'est uniquement les têtes blanches qui gardent les yeux rouges. Tous les oiseaux, tous les jeunes Aurora, ils naissent avec les yeux rouges, mais ceux qui ne sont pas tête blanche, ils perdent les yeux rouges au bout de même pas 2, 3 semaines, quoi. Ils sont, à peine ils sortent du nid, en fait, ils ont les yeux brun foncé. Et j'avais uniquement les têtes blanches qui gardaient en fait les yeux rouges. Donc déjà, les yeux n'étaient pas rouges, j'aurais dû voir qu'il y avait un souci, c'était pas une mutation FEO. Deuxième chose, c'est que la mutation FEO, elle annule le mélanine. Sauf que ici, si vous regardez l'axe des plumes, on voit de la mélanine. L'axe des plumes, on voit de la mélanine. L'axe des plumes aussi. En fait, les FEO chez les canaris, l'axe, il était blanc. Donc déjà, les ailes et la queue, ils étaient blanches. Ici, ils sont un peu de couleur gris cendré. Mais surtout, l'axe, il doit être blanc parce qu'il n'y a pas de mélanine. Alors que là, il y avait de la mélanine. Donc du coup, que fait le gène du Aurora? Le gène du Aurora, il va réduire fort le mélanine noir et il va laisser la phéomélanine à son maximum. La phéomélanine, c'est le dos et les flancs et la poitrine. Elle reste à son maximum. On voit très bien que en fait, par rapport à un bras ou un classique, en fait, on n'a pas touché le dos, ni la poitrine. Donc ça, c'est une photo de Marco. Ça, c'est la même photo du jeune. Moi, j'avais pas pris beaucoup de photos. Ils étaient dégueulasses, mais mes photos que j'avais prises, la salle, elle était sombre. Donc, du coup, ça, c'est une photo de Marco Maciel, un éleveur portugais spécialisé dans les auroras. Ça fait 10 ans qu'il sélectionne. Ça, c'est un jeune et ça, c'est le jeune après la mue. Et donc, j'ai trouvé, en fait, que les photos, elles sont bien illustrées pour pouvoir étudier en fait la mutation. Donc le gène, il va réduire le mélanine noir, il va laisser la phéomélanine à son maximum. Donc les zones habituellement noires deviennent gris cendré et plus claires. Donc les zones noires, c'est quoi? C'est les ailes et la queue. Donc ils vont passer d'un noir à un gris un peu clair et on le voit ici. La calotte, elle reste brun foncé, donc il faut faire attention. La calotte de l'aurora, elle n'est pas noire. Moi, je vois beaucoup de personnes qui cherchent des auroras avec une calotte noire. Là, je vous ai fait l'exercice de prendre une photo avec un éclairage bleu. Donc, l'éclairage qui a pris en fait ces oiseaux-là, c'est un éclairage bleu. Il fait ressortir une calotte brune, mais ce n'est pas du tout de la mélanine noire, c'est de la mélanine brun foncé. Sous le bon éclairage, on voit en fait l'effet brun. Et pour ceux qui s'intéressent à cette mutation, vous pouvez aller sur la chaîne. J'ai fait des analyses en direct sur 4 sujets, donc un aurora tête blanche, un aurora porteur de tête blanche, un aurora normal et un aurora jaune tête blanche, où j'ai enlevé les plumes en direct pour les analyser. Et puis on a parlé aussi de la calotte. Donc cette mutation était appelée FEO.
jusqu'au jour où on a croisé des mâles soi-disant féaux avec des femelles canaris féaux. Ainsi, le résultat n'était pas des hybrides féaux, mais des hybrides classiques. Donc, l'hybridation a beaucoup aidé les mutations des oiseaux parce qu'on se sert de l'hybridation pour évaluer en fait le résultat. C'est-à-dire, si mon oiseau, mon chardonneret était féo et je l'ai mis sur une femelle féo, mes hybrides, ils auraient dû être féo. Ben non, en fait. Comme mes hybrides, ils étaient classiques, donc ma mutation, c'est pas du féo, c'est une autre mutation que les Italiens, ils ont appelée Aurora. Et on aurait dû le voir déjà, les yeux ne sont pas rouges, les rémiges ne sont pas blancs et l'axe des plumes n'est pas blanc. Donc on aurait rien qu'avec ces indices-là, on aurait déjà dû dire que c'est pas du féo. Et donc suite à ça, après 4 ans de travail sur cette mutation, cette année j'ai décidé de ne pas continuer à sélectionner cette mutation. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette mutation? J'avais plein d'informations à dire, mais comme je n'ai pas eu le temps de tout écrire, j'ai pas eu de la place surtout. Bon, ça va me revenir avec les exercices, je pense. Donc ensuite, l'albino. Alors la mutation albino, encore une fois, que fait le gène? Moi, je ne juge pas un oiseau sur une photo, je ne juge pas un oiseau sur ses couleurs, je juge un oiseau par rapport à la maladie qu'il porte. Parce que des fois, il y a des choses qu'on voit et des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc l'albino, que fait le gène? Le gène de l'albino, il interdit toute production de mélanine noire et brune, pardon, de mélanine et de phéomélanine. Par contre, la calotte, elle va disparaître automatiquement. On ne peut pas parler d'un albino tête blanche. La calotte, comme c'est de la mélanine, elle est déjà interdite à produire. C'est-à-dire, c'est une feuille blanche, les feuilles blanches qu'on a vues tout à l'heure, et on n'a même pas eu le temps d'écrire avec de l'encre noire ou brun. Interdit. Il y a juste l'encre rouge qui s'installe, et ça, c'est une preuve qu'en quoi c'est de l'albino. Donc, la calotte disparaît automatiquement. Donc, la calotte, c'est la bride noire ou brune. Le masque, c'est de la caroténoïde, il n'est pas touché, il ne doit surtout pas être touché, il doit rester le même. Limite, si c'est pas rouge intensif, c'est du rouge un peu orangé, quoi. Mais aujourd'hui, avec le travail de sélection, il y a des albinos, ils ont les masques aussi rouges et éclats que les classiques. Les yeux sont dépigmentés, donc rouges, et les yeux rouges, en fait, c'est pas une couleur. Les yeux, chez les oiseaux, ils ont qu'un seul pigment, c'est le brun. Donc le brun trop chargé, ça devient presque du noir. Le brun léger, ça devient du brun. Et puis quand il y a l'absence de brun, on voit le sang. Donc ce que vous voyez ici, le rouge, c'est l'absence des pigments bruns. Donc c'est pas une couleur. Les gens ils me disent comment je fais pour avoir des yeux rouges. Les yeux rouges, en fait, c'est juste l'absence des pigments. Quand l'œil il est dépigmenté, ben, on voit en fait le sang, le reflet rouge. Le corps de l'oiseau fait ressortir 100% de la couleur du fond, donc c'est la fameuse feuille blanche que je vous ai montrée tout à l'heure. Je ne voulais pas casser le suspense, donc je voulais qu'on soit patient et qu'on attend l'albino. Donc ça, c'est la fameuse feuille blanche sans le masque, et ça, c'est la fameuse feuille jaune de début de l'introduction. Donc, couleur de fond normale, un albino. Les masques sont bien présents et bien complets. Et puis, la couleur de fond jaune intégrale. Et c'est ce qu'on appelle le vrai lutino, les amis. C'est pas un agate satiné. L'agate satinée, en langage de chardonneret ou de canariculture, ça s'appelle le satiné dilué. Et l'Isabelle satiné, ça s'appelle le satiné typique. Mais le vrai lutino, c'est ça, c'est un albino dont le fond est jaune, intégralement jaune, pas que les miroirs, tout le fond est jaune. Et c'est le vrai lutino. Donc maintenant, parmi ces photos que je vous ai mis sur la droite, où sont les albinos? Est-ce que quelqu'un peut me montrer les albinos? Donc regardez bien le gène. Ce que j'ai marqué dans le gène interdit toute production de mélanine noire et brune. La calotte, elle disparaît systématiquement. Le masque n'est pas touché, il reste intact. Les yeux doivent être dépigmentés, donc rouges. Et puis, résultat, on voit 100% du fond. Ceux qui pensent qu'il y a des albinos dans les 4 photos, ils peuvent activer leur micro et puis... pas de Hamid, réponse. ceux de haut, je crois, les photos de haut, je crois que c'est des albinos. Alors,
Je te remercie déjà, c'est courageux. Alors, tu peux juste argumenter. Ceux du haut, pourquoi ils sont albinos pour toi? Ben, je vois pas le pigment noir. Ben, ce du bas, celui vers la photo de droite, vers la queue, je vois qu'il y a un petit peu de noir. Donc, d'après ce que j'ai dû lire sur l'albino, le gène interdit toute reproduction de la mélanine noire ou brune. Je me suis basé sur ça. Ok, je te remercie. Alors, c'est presque ça, mais par contre, je vais vous donner quand même des astuces. Donc, il a raison. Le gène interdit toute production de mélanine. Donc, on peut déjà supprimer celui-ci et celui-ci. Donc, ça, ce sont des jeunes de 2021. Donc, ça, c'est de l'agate satinée parce qu'il a des pigments gris. Et ça, c'est de l'Isabelle satinée, c'est des pigments bruns. Donc, comme on a dit, le gène albino, il interdit toute production de mélanine. Là, le brun et le rouge ne doivent même pas être produits. Et effectivement, le gène, il dit que le masque doit être intact. Ils ont vraiment le masque, ils n'ont pas de calotte. Mais malheureusement, ce ne sont pas des albinos parce qu'ils ont, comme il l'a dit le confrère, les pigments noirs, les pigments bruns. Donc maintenant, je vais vous dire, ceux du haut aussi ne sont pas des albinos. Alors pourquoi? Donc, ces deux-là, ce sont des jeunes de 2023 de la dernière saison. Donc ça, c'est un panaché blanc aux yeux noirs et ça, c'est un panaché blanc aux yeux rouges. Donc ils sont adultes. Certes, ils n'ont pas de mélanine. L'un, il a les yeux noirs. Donc il a les yeux noirs, c'est pas un albino. Celui-ci, il a les yeux rouges. Il n'a pas de pigments, mais par contre, le gène, il ne s'arrête pas là. On a dit le gène, il parle des pigments, il parle des yeux, mais il parle aussi du masque. Il est où son masque? L'albino, il doit avoir un masque complet. Et il y a eu énormément d'arnaques, des gens qui vendent des panachés. Donc rappelez-vous, je suis en train de vous présenter les mutations récessives libres. C'est le groupe de mutations qui fait fuir tous les éleveurs chevronnés, les éleveurs avec de l'expérience. Ils n'aiment pas travailler ces mutations-là parce qu'on met beaucoup de temps à corriger des défauts et à réussir. Le panaché, c'est le groupe le plus facile. Donc, certaines personnes reproduisent le panaché, ils sortent des panachés blancs aux yeux rouges et ils vont les vendre comme étant un albino. Un panaché blanc aux yeux rouges, il coûte entre 400 et 450. Un albino, il coûte entre 1000 et 1500 euros. Et pourtant, la différence, c'est juste le masque rouge. Ben non. Je vous donne un panaché, vous allez me faire toute une descendance de panachures les uns derrière les autres. Je vous donne un albino, vous n'allez pas pouvoir reproduire tout de suite. Vous allez minimum attendre 2 ans. Donc c'est ça qui fait les prix des oiseaux, et la rareté des oiseaux et la difficulté de l'élevage. Donc les deux qui sont là, ce sont deux frères et sœurs, un aux yeux noirs, donc je peux l'éliminer, un aux yeux rouges, mais par contre il n'a pas de masque, je peux l'éliminer. Et ceux-là, ce sont des jeunes. Donc, quand on vous vend des albinos jeunes, n'achetez pas. Un albino vit le prix, il faut attendre la mue pour vérifier que les yeux rouges sont toujours rouges et surtout le masque rouge, il est complet. Parce que si c'est un panaché blanc aux yeux rouges, vous ne ferez pas la différence quand ils sont juvéniles entre l'albino et le panaché blanc aux yeux rouges. Et une fois qu'il a fait la mue chez vous, vous allez vous retrouver dans ce cas-là et pas dans ce cas-là. Et il y a beaucoup d'arnaques concernant l'albino. On n'appelle pas albino tout oiseau qui est blanc avec les yeux rouges. On appelle albino un oiseau qui porte 2 fois une maladie. Et la maladie, en fait, elle est définie par le gène. OK? Donc ensuite, le perlé. Donc c'est une mutation que je ne connais pas, que je n'ai pas élevée, mais par contre, je me suis renseigné. Donc le gène, encore une fois, que fait le gène? Le gène, il va produire des dilutions sous forme de gouttes ou de perles dans le centre de la plume, bien sûr. Et les grandes plumes, elles vont nous montrer l'effet. C'est uniquement les grandes plumes. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit les motifs que sur les plumes d'envol. Les plumes d'envol, c'est les plumes des ailes, les rémiges ou les rectrices, la queue. Donc, les autres zones du corps, comme les plumes, elles sont petites, vous voyez encore une fois une preuve comme quoi la forme de la plume, elle joue sur le produit final. Donc, vous voyez très bien que les grandes plumes, elles ont manifesté en fait des dilutions sous forme de points, de gouttes. C'est ce qu'on appelle les perles ou la mosaïque ou le givrage. Et les petites plumes, en fait,
c'est du classique. Donc la calotte, elle est normale, la phéomélanine, elle est normale, le ventre, il est normal. Mais par contre, on voit le résultat de la mutation uniquement sur les grandes plumes. On le voit sous forme de gouttes. Donc la calotte n'est pas impactée, la phéomélanine n'est pas impactée. Par contre, le mélanine noire ou brune sont bien impactés. Et d'après ce que j'ai récolté comme information de Salva, Massina Salva, l'italien, celui qui m'a vendu aussi les Aurora, et il est spécialiste des perlés, il m'a dit en fait que ce phénomène, il apparaît beaucoup plus chez les mâles que les femelles. Ça veut dire il peut vous montrer une femelle perlée, mais pour vous, vous ne verrez pas en fait les perles. Donc il va vous assurer qu'elle est perlée, mais vous voyez en fait un oiseau classique ou presque du pastel. Donc moi, quand j'ai vu quelques photos, c'était presque du pastel, mais il me confirmait que c'est bien une perlée, qu'elle porte 2 fois la maladie. Alors que le mâle, en fait, il manifeste la mutation sous forme de gouttes. Et donc c'est comme du pastel, mais cette fois-ci, la plume, la mélanine n'est pas freinée à la repousse, elle est freinée autour d'un centre, autour en fait des trous. Donc c'est ce qui donne les effets perlés des trous. Donc moi je l'ai pas élevé cette mutation, mais par contre je la trouve pas belle. Après il y a des amateurs, et les goûts et les choix et les goûts ne se discutent pas quoi. Donc maintenant, on va faire l'exercice. Donc là, on vient de voir combien? 3 ou 4 mutations. 1, 2, 3, 4, 5 mutations des groupes récessifs. Il y en a encore d'autres, mais j'ai pas cité toutes les mutations parce que l'idée, c'est pas de faire en fait, un bulletin météo, c'est pas de venir lire machin, c'est quand même de faire des exercices pour essayer en fait de concrétiser. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, pour ces mutations-là, on ne pourra plus fonctionner avec un code génétique. Pourquoi? Parce que le code génétique, il est faussé dès qu'on sort du cadre de la mutation liée au sexe. La mutation liée au sexe, comme la mutation, elle était liée aux X, on savait travailler avec la règle de distribution. Une fois qu'on sort de la mutation liée au sexe, on doit travailler avec les textes. Les textes, on va voir dans chacune des pages, il y a des textes. Un mutant sur un mutant va donner 100% de mutants. Mais là, exceptionnellement, parce que les deux, ils sont mutants, ma formule de code génétique et distribution, elle restera toujours valable. Mais uniquement parce que les deux, ils sont mutants. Donc, je vais mettre un mâle brun tête blanche avec un agate tête blanche. Donc, XX brun, brun, tête blanche, tête blanche. Et la mère, c'est une agate, donc XY agate et tête blanche. Donc, vous voyez la différence? L'agate, c'est une mutation liée au sexe. Il ne se porte que sur le X. Et la tête blanche, c'est une mutation récessive. Donc, elle doit se porter et sur le X et sur le Y pour que ça se voit chez la femelle. Donc, quand je fais ma distribution, je vais tomber sur 50% XX, ce sont des mâles. Brun et agate, donc je reviens sur du classique double porteur, mais il sera tête blanche. Donc, je vais revenir sur du classique tête blanche, porteur de brun et porteur d'agate. Et ici, XY, c'est des femelles. Elle a 2 fois la tête blanche, donc elle sera tête blanche. Et elle est brune, elle sera brune. Donc, une femelle brune, tête blanche. Donc, la règle numéro 1 dans ce groupe-là, quand on travaille avec un mutant sur un mutant, tous les jeunes, ils sont mutants. Donc, j'ai travaillé avec tête blanche et tête blanche, j'ai tous les jeunes tête blanche. Certes, les mâles, ils sont classiques porteurs et les femelles, elles sont brunes, mais je suis en train d'étudier le gène de la tête blanche. Je ne suis pas en train d'étudier, en fait, les mutations liées au sexe. Donc, les mutations récessives, règle numéro 1, quand je mets un mutant sur un mutant, j'ai 100% des mutants comme les parents. Mais attention, l'impact de la qualité. En général, c'est pas le croisement qu'on fait, même si les débutants, ils le font. Ils font opale sur opale, aurora sur aurora, tête blanche sur tête blanche, etc., etc. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille ces mutations-là. Pourquoi? Parce que vous imaginez que le mâle, il porte 2 fois la maladie de tête blanche, la femelle, elle porte 2 fois la maladie de tête blanche. Dans ce couple-là, j'ai 4 fois la maladie. Donc, vous imaginez très bien que je prends énormément de risques. Et donc, je suis en train d'impacter la qualité peut-être des plumes, peut-être on dit souvent, les mutations sont fragiles. Non, les mutations sont fragiles quand on les travaille n'importe comment, quand on les croise n'importe comment. Mais quand on comprend chaque action qu'on fait dans l'élevage, chaque sélection,
En fait, on les fragilise pas, c'est au contraire, on les renforce, on les rend résistants au froid, résistants aux maladies, etc., etc. Donc, exemple 2. Donc, maintenant, comme j'ai un mâle qui est porteur d'opale et une femelle qui est opale et une femelle qui est porteuse d'opale, je n'ai plus le droit de travailler avec cette formule-là. Donc, cette formule-là, elle est réservée pour les mutations liées au sexe. Et je l'ai exceptionnellement utilisée ici parce que j'avais 4 fois la mutation. Vous imaginez si j'avais l'un des parents porteurs comme ici, la femelle elle est porteuse, comment je dois, alors, donc, hop, la femelle elle est porteuse, comment je dois écrire son code génétique? Est-ce que l'opale elle le porte sur le X? Est-ce qu'elle le porte sur le Y? Est-ce que je l'écris comme ça? Est-ce que je l'écris comme ça? Voilà, donc pour éviter tout calcul, tout mauvais calcul et mauvaise direction, en fait, il faut travailler avec le texte. Le texte, tout à l'heure, il me dit mutant sur mutant, ça me donne tout mutant. Et maintenant, il me dit mutant sur porteur, ça me donne 50% de mutant et 50% de porteur. Donc, je n'ai pas besoin de distribution, j'applique bêtement le texte. J'ai un opale, j'ai une porteuse d'opale, ça va me donner 50% des jeunes opales et 50% des porteurs d'opale. Mais la question, c'est que où sont les filles, où sont les garçons, où sont les mâles, où sont les femelles? Donc cette règle-là, la mutation récessive, ne m'aide pas à retrouver le sexage des jeunes. Ok, elle me donne des pourcentages. J'aurai la moitié opale, la moitié porteur d'opale. Mais comment je vais reconnaître mes mâles des femelles? Donc c'est pour ça il est intéressant de connaître le premier groupe. J'avais commencé par ça, les mutations liées au sexe, et qu'on va utiliser sur les mutations dominantes, parce qu'on ne sait pas les sexer, et les mutations récessives. Rares les éleveurs qui vont travailler les mutations récessives et les mutations dominantes sur des phénotypes classiques. On les a tous associés avec les mutations liées au sexe pour pouvoir les sexer. Donc là, j'avais travaillé avec un classique opale et une classique porteuse d'opale. La règle m'a dit mutant sur porteur, 50 mutants, 50 porteurs. J'ai réussi à les avoir, mais j'avance pas parce que je connais pas mes mâles des femelles. Ici, je n'ai rajouté que le gène d'agate chez le mâle. Donc le mâle, il était classique opale. Maintenant, je vais travailler avec de l'agate opale. Je garde la même femelle. J'oublie ma formule. Le texte, il me dit la même chose que tout à l'heure. Mutant sur porteur, 50 mutants, 50 porteurs. C'est ce que je marque ici. Donc, j'aurai 50 des jeunes opales et 50 porteurs. Mais par cette fois-ci, comme j'ai glissé une mutation liée au sexe dans le couple, toutes les filles, règle numéro 1, toutes les filles auront la même mutation que du père. La mutation du père qui est liée au sexe, c'est de l'agate. Donc, les filles, elles seront soit agate opale, soit agate porteuse d'opale. Et les garçons, bah, ils seront mutation la plus foncée et porteurs de la mutation la plus claire. Donc, classique, porteur d'agate. Ils seront classiques, porteurs d'agate ou classique opale, porteur d'agate. Et là, je passe d'une configuration où j'avais l'opale sur de porteuses d'opale, mais je n'avais pas de mutation liée au sexe, je ne savais pas sexer. À la même configuration, j'ai juste injecté un gène lié au sexe. L'agate, ça aurait pu être de l'homo laminé opale. C'est pareil. Mais j'arrive en fait à sexer. Donc toutes les filles, elles seront soit agate opale, soit agate et porteuses d'opale. Et tous les garçons, ils seront soit classiques, porteurs d'agate, porteurs d'opale, ou soit classique opale, porteurs d'agate. Et là, en fonction de ce que j'ai eu dans les jeunes, je sais reconnaître mes mâles des femelles. D'accord? Et en général, ça se travaille comme ça, sauf pour les Aurora. Les Aurora, moi, je faisais les tests ADN parce que le Aurora, en fait, à part l'associer avec de la tête blanche, avec du jaune, quand je l'associe avec les mutations liées au sexe, je reviens sur du classique double porteur. J'ai jamais réussi à avoir en fait des femelles. Ça n'existe pas Agathe Aurora. Le Aurora, il est unique. Il s'associe avec des couleurs de fond différentes, avec de la panachure, avec de la tête blanche, mais
Voilà, il ne donnera pas des filles Agathe Aurora, ça n'existe pas. Donc, exemple numéro 4, on va parler, bah, tiens, on va parler de l'Aurora. Donc, la règle, elle me dit porteur sur porteur va donner 25% de mutants, 50% de porteurs et 25% de non-porteurs. Et donc, du coup, le croisement va me donner 25% de Aurora, et je sais les reconnaître dans les jeunes, ben, ils seront des Aurora. Donc, je croise un mâle porteur sur une femelle porteur, j'aurai des jeunes Aurora, je les reconnais tout de suite dans le nid. Ils ont les yeux rouges et puis ils sont bruns très très clairs. Et puis, je vais avoir 50% de porteurs d'Aurora, mais qui auront un phénotype ou un aspect classique, et j'aurai 25% en fait pas porteur du tout, simple classique. Eh ben, cette configuration, elle est à éviter. Donc, j'avais beaucoup de personnes qui venaient chercher des porteurs d'Aurora, mais quand je leur posais la question, est-ce qu'ils avaient des Aurora, ils me disent, ben non, je vais faire porteur sur porteur. Quand vous faites ça, en fait, vous ne pouvez garder chez vous que les vrais Aurora, parce que vous savez qu'ils portent deux fois la maladie. Tout ce qui est classique, vous ne pouvez pas faire la différence entre le classique qui porte une fois le Aurora et le classique qui ne porte pas du tout. Et là, il est impossible, parmi vos classiques dans le nid, de dire bah, celui-ci il est porteur, celui-ci il n'est pas porteur. Et vous risquez de perdre des années de travail parce que vous avez pensé que votre classique était porteur et que vous avez travaillé dans votre lignée et puis il n'était pas du tout porteur. Et chaque année, en fait, vous n'avez pas les Aurora. Donc, porteur de mutation récessive sur porteur de mutation récessive, il est à déconseiller si vous voulez exploiter tous les jeux. Si vous voulez garder que les mutants, vous avez le droit, mais dans ce cas-là, vous vendez ceux-là comme étant des non-porteurs et vous n'allez pas les vendre comme étant des porteurs. Aussi une arnaque. Quand vous achetez, donc déjà quand vous allez chez des éleveurs qui ont de l'Aurora, qui vendent de l'Aurora, vous devez voir de l'Aurora dans leur élevage. Moi, avant d'aller en Italie en 2019, de 2017 jusqu'à 2019, je ne faisais que me renseigner. J'étais chez des éleveurs qui vendaient soi-disant des porteurs de Aurora alors qu'ils n'avaient pas un seul Aurora dans leur élevage. Je n'ai pas acheté. Je n'achète un porteur d'Aurora qu'avec un Aurora. Et le mieux, c'est d'avoir des bagues qui se suivent. Ça veut dire bague numéro 17, bague numéro 18. Un classique et un Aurora. Donc, encore des astuces. Quand vous allez acheter des albinos, des Aurora, des opales, il faut aller chez les éleveurs spécialisés. Tout le monde n'élève pas ces mutations parce qu'elles sont compliquées, elles sont fragiles, elles sont difficiles à travailler, etc., etc. Et si on vous dit, oui, bah, porteur avec le mutant, bah, essayez de comparer le numéro de bague. Et essayez de trouver des bagues qui se suivent ou allez, si celui-ci il est bague numéro 22, celui-ci numéro 24 ou 25, mais pas numéro 22, numéro 102, rien à voir. Donc vous prenez beaucoup de risques. Et si vous utilisez ce cas de figure, porteur sur porteur, je vous conseille de sortir tout de suite ces classiques-là parce que vous allez juste perdre votre temps et ne pas les vendre comme étant ni des potentiels porteurs, ni des porteurs. Parce que si ce n'est pas vous qui perdez des années d'élevage, vous allez faire perdre à un autre éleveur des années d'élevage. Et moi, je l'ai fait. Et j'ai gardé des Aurora. Et j'ai gardé aussi mes potentiels porteurs, où je les ai vendus comme étant en fait des simples classiques. Mais il ne faut pas les utiliser parce que vous ne savez pas en fait est-ce qu'ils ont un génotype ou est-ce que le génotype il est inexistant. Voilà, donc là, on vient de voir l'exemple 4 de ce groupe-là. Donc, ce groupe-là va se baser uniquement sur les textes. Donc, porteur sur porteur, ça va vous donner 25 mutants, 50 porteurs et 25 non-porteurs. Mutant sur porteur, 50-50. Et mutant sur mutant, 100%, mais il est à déconseiller. Donc, la meilleure configuration, c'est celle-ci. Non, pas celle-ci, c'est celle-ci. C'est que vous utilisez un mutant sur un porteur, mais vous glissez soit chez le papa, moi je l'ai toujours fait chez le papa, et j'ai toujours eu je me suis jamais en fait mélangé dans les jeunes. Si vous utilisez chez la maman, des fois, le mâle, il peut être classique, porteur, mais ça ne va pas vous aider. Mais essayez de glisser une mutation liée au sexe, en association avec la mutation récessive chez le père
pour tout de suite distinguer les filles. Les filles, elles seront double mutation. Mutation liée au sexe avec mutation récessive ou uniquement mutation liée au sexe, porteuse de mutation récessive.